Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. L'affaire Carpentier est à nouveau sous les projecteurs. Martin Carpentier avait disparu avec ses deux filles, Nora et Romy, en juillet 2020. Les corps des deux fillettes ont été retrouvés sans vie 3 jours plus tard. Celui de Martin Carpentier a été retrouvé, lui, quelques jours plus tard. Le coroner en chef adjoint, Luc Malouin, a partagé son rapport hier. Il critique sévèrement la Sûreté du Québec. On discute de l'impact de ce rapport avec Maître Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et chroniqueur à C'est jamais pareil. Bonjour Frédéric. Bonjour Émilie. Selon le coroner en chef adjoint, la Sûreté du Québec n'a pas mesuré assez rapidement la gravité de la situation. Qu'est-ce que vous pensez de la conclusion de Luc Malouin? Ben évidemment, j'en sais trop rien. Hein. Je n'ai pas pu évaluer la preuve comme M. Malouin, mais une chose est sûre, c'est que ce type d'ouvrage-là du coroner, Émilie, est excessivement important et névralgique dans nos sociétés. C'est un contre-pouvoir, en quelque sorte, qui nous dit, dans certains cas, les policiers ont bien agi, dans d'autres cas, les policiers ont plus ou moins bien agi, et dans les cas plus catastrophiques comme celui-ci, les policiers se sont plantés. Donc, on souhaite avoir ces espèces de remparts-là du pouvoir, parce qu'il n'y a pas de meilleur désinfectant que le soleil, comme le veut l'adage. Sur le plan juridique, est-ce que ce genre de rapport comme celui qu'on vient d'avoir pour cette affaire pourrait avoir des conséquences sur la Sûreté du Québec ou influencer d'éventuelles procédures judiciaires? Ben, c'est certain que j'ai d'ailleurs une pensée dans un premier temps avec pour la mère des deux enfants, qui, ultimement, oui, pourrait avoir un recours en responsabilité civile, évidemment, parce que de ce qu'on comprend du rapport en question, il y a une faute qui a été commise, une faute claire et nette. Maintenant, c'est certain que c'est toujours un peu difficile de poursuivre les corps policiers parce qu'ils jouissent d'une certaine ou d'une relative, disons, immunité dans le cadre de leur fonction. Ce qui ne veut pas dire, par contre, qu'ils sont à l'abri non plus de toute forme de poursuite. Il suffira de démontrer la faute importante, mais on peut dire ici que dans les conclusions du coroner, là, il y a des commencements de preuves très, très, très intéressants, très importants. On vous invite à lire d'ailleurs l'article Trop peu, trop tard, un rapport accablant pour la SQ dans l'affaire Carpentier. Ça se trouve sur le site de Radio-Canada. Hier aussi, c'était une autre journée où on faisait des bilans. Le commissaire à la lutte contre la corruption, Frédéric Gaudreault, a présenté le bilan annuel de l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, en plus de revenir sur les 5 ans d'existence de l'organisation. On vous a souvent invité à commenter des décisions de l'UPAC. Qu'est-ce que vous pensez du bilan du commissaire? On essaie très clairement de repeinturer une clôture qui a été plutôt amochée au fil des années. Il y en a certains, dont je fais partie, qui se sont interrogés très, très fortement sur la pertinence de l'UPAC. On a vu tous les impairs qui ont été commis au fil des ans. Pour moi, l'UPAC, c'est une police qui est davantage politique qu'autre chose. On l'avait vu notamment lors de l'arrestation de Nathalie Normando, le jour du budget, pendant que le directeur de l'UPAC attendait à savoir si sa nomination serait renouvelée par l'Assemblée nationale. Comme par hasard, évidemment, après l'arrestation de la vice-première ministre, l'Assemblée nationale n'avait d'autre choix que de renouveler son mandat, en fait, en quelque sorte. Donc, ça pour dire, puis quand vous alliez voir la page Wikipédia de Lafrenière, le directeur en question, c'était écrit « homme politique ». Moi, je ne savais pas que les directeurs de police étaient des hommes politiques, mais on l'apprenait par Wikipédia dans ce cas-ci. Et pour moi, c'était très symptomatique des visées de l'UPAC, en quelque sorte, qui, si je le dis en bon français, là, passait beaucoup plus de temps à tenter de faire un show médiatique qu'à faire autre chose. Rappelez-vous, par exemple, tout le coulage qui avait lieu dans le Journal de Montréal où on disait voici le chalet de Jean Charest, voici ci, voici ça, il y a des arrestations qui vont venir. On savait que c'était l'UPAC qui coulait tout ça. Or, au final, il n'y en a jamais eu d'arrestation et tout ceci, à mon sens, mais je dirais miner la confiance du public face à cette institution
l'institution qui est l'UPAC en question. Puis on se rappellera aussi que Jean Charest lui-même, à titre personnel, a gagné sa poursuite en diffamation par la suite. Et justement, par rapport à ça, le commissaire disait qu'il ne s'excuserait pas à Jean Charest parce que ça s'était terminé dans un procès, mais il s'était excusé par avant pour un peu le même scénario de coulage d'informations. Est-ce qu'il devrait s'excuser, selon vous? Moi, je vous dirais que la Cour supérieure s'est excusée au nom de l'UPAC, en quelque sorte, en forçant celle-ci à verser, si je me souviens bien, c'est quoi, 300 000 $ ou un truc du genre, à Jean Charest. Peut-être que je fais erreur sur le chiffre, mais c'est un montant considérable. Donc oui, il peut y avoir des excuses pour le plaisir d'eux, mais on connaît souvent l'orgueil policier à ce niveau-là, donc je serais très surpris que ça survienne. Et pour le reste, moi, vous comprenez, Émilie, que Jean Charest, bon, c'est pas mon ami dans la vie, il me dérange pas plus qu'il faut non plus, mais je le défends pas non plus. Mais ce que je sais, par contre, c'est quand des policiers peuvent martyriser la règle de droit en faisant du coulage médiatique, ça, franchement, c'est déplorable, ça mérite d'être dénoncé. Autre sujet, les travailleurs et travailleuses syndiqués de la fonction publique se sont prononcés en faveur de la grève générale illimitée la semaine dernière. Le camp du oui a récolté 95 % des appuis, ce qui est un résultat historique. Et si la grève générale illimitée est déclenchée, les secteurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux pourraient être paralysés. Qu'est-ce qu'on peut penser des tactiques de négociation du gouvernement et du Front commun intersyndical? Ben, du côté du gouvernement, disons que c'est très mal parti. Hein. En juin dernier, on se souviendra de l'augmentation de 30 000 $ qui avait été accordée à tous les députés. Hein. François Legault voulait calmer la grogne de son caucus, qui est excessivement nombreux. Maintenant, on parle de 90 députés. Il y en a plusieurs là-dedans qui souhaitaient devenir ministres, qui ne l'étaient pas devenus. Alors, on essayait un peu d'acheter la paix. On essayait d'acheter la paix avec l'opposition aussi. Et là, évidemment, ce 30 000 $-là, et je ne dis pas que les députés ne le méritent pas, là, comprenez-moi bien, mais le 30 000 $ en question est bien incrusté là, dans les cerveaux des leaders syndicaux à ce moment-ci, parce que la ligne de fond de Sonia Lebel, c'est de dire, ben, écoutez, l'État québécois n'a pas les moyens de payer vos revendications. Ben, certainement que ces leaders-là se disent, ben, vous aviez quand même les moyens de vous accorder une augmentation plutôt intersidérale, merci. Il faudrait pas oublier non plus, Émilie, que ce que ne semble pas tenir en compte le gouvernement du Québec, et c'est franchement désolant, c'est l'inflation qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant. Ce qui veut dire que avec les revendications qui sont sur la table, on ne parle même pas d'augmentation à proprement parler, on parle plutôt de conserver un pouvoir d'achat qui a été drôlement amoché, disons, depuis au moins 3-4 ans. Comment on devrait s'y prendre à ce moment-là pour en arriver à une entente? Avec un mandat de grève de 95 %, très, très clairement, hein, on pourrait dire qu'il y a pratiquement unanimité du côté syndical, ce qui veut dire que le gouvernement, à mon sens, devra plier. Hein. Pour ceux qui sont inquiets, faites-vous-en pas trop, il y a une loi sur les services essentiels en matière de grève qui fait en sorte que, par exemple, les hôpitaux vont continuer de fonctionner, les services policiers aussi, mais il y a plusieurs autres services qui sont non jugés essentiels, et ce n'est pas péjoratif, là, par la loi, qui devront être stoppés, là, au moins momentanément, puis on pense par exemple, aux écoles. Qu'est-ce que les parents vont faire, sachant que leurs enfants seront maintenant à la recherche d'une garderie qui sera aussi fermée. Bref, ça risque d'être une espèce de maelstrom assez fantastique et ça risque aussi indirectement de mettre encore plus, de pression sur le gouvernement Legault. Justement, est-ce qu'une grève dans l'opinion publique, est-ce que ça porte le citoyen moyen à être du côté des syndicats, par exemple? Ben, ça dépend de chaque grève. Hein. Parfois, on trouve que les syndiqués exagèrent, notamment d'un point de vue municipal. Moi, à titre personnel, puis je donne ma simple opinion là-dessus, moi, je les appuie à 1 million de mille à l'heure. Parce que ces gens-là sont souvent les héros oubliés de nos sociétés. Pensons aux professeurs, par exemple, que ce soit de la maternelle, du primaire, du secondaire. Pensons à nos infirmières. Pensons à nos préposés aux bénéficiaires. Hein, qui se sont occupés de nous, particulièrement pendant la pandémie. Ces gens-là se sont fait faire des promesses. Ces gens-là ont été floués dans certains cas. Et là, il y a une perte de confiance, hein, souvent, de ces mêmes syndiqués face à l'État québécois, s'en vont vers le privé. Et chaque
employés d'envergure qui quittent le service public pour s'en aller vers le privé. Mais qui en paie le prix? C'est l'ensemble de la société québécoise. Donc, je pense que ces gens-là méritent d'être payés à la hauteur de leur talent. Et ce qu'ils demandent, de toute façon, je le rappelle, ce n'est pas une augmentation à proprement parler, mais plutôt une mise à niveau afin de conserver le pouvoir d'achat, ce qui est quand même pas la même chose. Un dénouement qu'on va suivre au courant des prochaines semaines. En terminant, Frédéric Bérard, vous avez eu droit à une bonne nouvelle. C'est ce qu'on m'a soufflé à l'oreille. Oui, je viens de savoir ça, effectivement. Oh, est-ce qu'on a le droit à un petit scoop? C'est pas une primeur parce que le communiqué a été envoyé quelques minutes avant notre entrevue. Oui, mon livre sur Remorcadère qui avait été accueilli en grande pompe par C'est jamais pareil, par mon ami Frédéric Tremblay, Jean-François Côté. Il y avait un super lancement au bouquiniste. Ce livre-là vient d'être nommé comme finaliste au prix du gouverneur général et j'en suis évidemment très, très reconnaissant. Félicitations, vraiment, un très bel honneur pour vous. Mais c'est toujours un plaisir, en fait, de discuter de toutes sortes de sujets là, avec vous chaque semaine et merci encore une fois de l'avoir fait ce matin. C'est moi qui vous remercie, puis je remercie la région pour le bel accueil au bouquin, puis le bel accueil pour son auteur aussi, là. Si ça se trouve, l'auteur va y retourner avant longtemps. On vous attend, Frédéric Bérard. Merci beaucoup. Bonne journée.